Bonjour, je dirais que nous sommes prêts à commencer. Alors, bonjour à tous qui viennent de nous rejoindre et bienvenue au webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Jasmine Martin et je suis responsable du développement et de la communication chez Pollinator Partnership Canada. Et aujourd'hui, je vais faciliter ce webinaire. Non. Les plantes indigènes jouent un rôle essentiel en aidant la biodiversité, les pollinisateurs et la santé des écosystèmes. Les communautés contribuent notamment à la protection et à la restauration des espèces de plantes indigènes grâce aux bibliothèques de graines de plantes sauvages, qui permettent les graines adaptées au milieu local accessibles tout en encourageant les gens à créer plus d'habitats pour la faune sauvage. Aujourd'hui, nous sommes ravis de mettre en avant le travail de la Grainothèque de fleurs indigènes d'Ottawa et de voir comment elle s'est développée pour devenir une initiative communautaire couronnée de succès. Notre conférencier nous expliquera comment la Grainothèque a vu le jour, comment elle fonctionne, pourquoi les espèces de plantes indigènes sont si importantes et les valeurs qui guident l'approche stratégique de la Grainothèque. Nous découvrirons également des conseils pratiques et des leçons tirées de son expérience qui pourront inspirer d'autres qui souhaitent créer des bibliothèques de graines indigènes dans leur propre communauté, qu'elles soient grandes ou petites. Avant de vous présenter le conférencier aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour reconnaître les terres sur lesquelles se trouve Pollinator Partnership Canada. Nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous nous réunissons constituent le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga de la rivière Crédit, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et qu'elle abrite aujourd'hui une grande diversité de Premières Nations, d'Inuits et de Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le traité numéro 13 conclu avec les Mississauga de la rivière Crédit. Avec les participants qui nous rejoignent de partout au Canada, nous vous invitons à prendre un moment pour réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Mélanie Ouellette, fondatrice de la Grainothèque de fleurs sauvages d'Ottawa. Mélanie a créé la Grainothèque de fleurs indigènes d'Ottawa afin de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones, de lutter contre le changement climatique et de renforcer l'autonomie des femmes grâce à la collecte, au partage et à la culture des plantes indigènes. Sa vision est de créer un mouvement communautaire qui est réutilisé à travers le monde afin que les êtres humains assument de manière responsable leur rôle de gardien de la nature grâce à l'éducation et au partage gratuit de graines. Mélanie est la lauréate 2023 du prix Active and Accessible City décerné par Écologie Ottawa, qui récompense un membre de la communauté œuvrant à l'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et qui vous inspire, vous et votre communauté, à militer pour une ville d'Ottawa accessible, durable et agréable à vivre. Mélanie tient une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Laval, une maîtrise en administration des entreprises de l'Université d'Ottawa et un double baccalauréat de maîtrise en relations internationales et en études de développement international de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle a travaillé pour le gouvernement fédéral, pour Ressources naturelles Canada et aussi pour Bibliothèques et Archives Canada, dans les domaines de la politique, de la programmation et de la communication sur divers sujets. Elle possède également de l'expérience en travaillant avec des communautés autochtones. Elle travaille maintenant comme gestionnaire de la planification stratégique et opérationnelle chez Ingénieurs Canada, où elle est chargée des consultations, de la gestion des risques, de la planification et de l'établissement des rapports. Auparavant, elle occupait la position de gestionnaire des qualifications à la même organisation où elle a élaboré des lignes directrices nationales visant à favoriser l'harmonisation entre les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de l'ingénierie. Elle vit avec son mari à Orléans. Pendant la saison 2024-2025, la Grainothèque de fleurs indigènes d'Ottawa, sur la direction de Mélanie, ont distribué plus de 100 000 sachets de graines indigènes gratuits, représentant 265 espèces différentes
à près de 5000 projets communautaires, écoles et individus. Bien que la plupart des bénéficiaires se trouvaient dans la région d'Ottawa, les graines ont également été envoyées à des communautés de l'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. De plus, plus de 2500 personnes ont participé aux ateliers, présentations et événements de sensibilisation organisés par l'organisation, contribuant ainsi à renforcer la prise de conscience et l'enthousiasme pour les plantes indigènes. Nous aurons un peu de temps à la fin du webinaire pour tes questions. Si vous en avez, s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat et nous y répondrons autant que possible à ce moment-là. Bon, c'est tout pour moi. Je vais maintenant céder la parole à Mélanie. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être ici, de prendre du temps dans votre horaire pour passer une heure avec nous pour parler des plantes indigènes. Puis j'espère que ma présentation va vous inspirer à vouloir commencer une initiative locale, puis que je vais vous avoir donné des outils pour le faire. Euh, Avant de commencer, j'aimerais ça dire que je viens de petit village du Nouveau-Brunswick, Saint-Basile, puis c'est de là que ça vient mon accent. Fait que je pense que souvent les gens, quand je parle en français, ils se demandent, voyons, c'est quoi son accent? Bon, ben là, je vais vous dire du début comme ça, faites poser votre cerveau, puis pas besoin de penser à ça de nouveau. Vous allez voir tout au long de la présentation, je vais vous montrer des photos de plantes, sont toutes indigènes dans la région. Puis, si vous avez des questions, on va les prendre à la fin du webinaire, comme il a été mentionné. Fait que, pour commencer, je vais vous parler un peu de où j'ai pris l'idée de faire une grainothèque. Euh, Habituellement, quand les gens commencent, ils vont parler un peu de la réconciliation autochtone, puis ils vont faire comme quelque chose qui va parler de c'est quoi la relation avec la terre dont on occupe. Moi, je vais faire ça un petit peu différemment. Je vais vous parler un peu de ma source d'inspiration, puis comment ces principes-là m'ont inspiré à développer la grainothèque. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissez Dr. Wobbenmoir Kimmerer. C'est une ethnobotaniste autochtone. Puis elle a publié le livre Breeding Sweetgrass. Ce livre-là, je le recommande fortement si vous avez du temps pour lire un livre. Là. C'est vraiment un livre fantastique qui aligne la poésie avec la science. C'est vraiment bien écrit. J'ai regardé un webinaire de Madame Kimmerer, puis il y a quelqu'un qui a dit le monde est en feu, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Par où commencer? Elle a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Elle a dit utilisez vos talents, puis faites ce qui vous passionne. Fait que moi, ce soir-là, j'ai fait une liste de qu'est-ce que je pensais que j'étais bonne dedans. Puis après ça, ben, pour qu'est-ce qui me passionnait, la seule chose auquel je pouvais penser, c'était le jardinage. Puis je venais de planter ma première plante indigène à ce moment-là, au mois de mai. Fait que vous pouvez voir, ça, c'est ma première plante que j'ai plantée indigène, c'est une Nepatoire maculier. Puis cette plante-là m'apportait beaucoup de joie, puis je voyais qu'elle était vraiment en relation avec l'écosystème. Il y avait beaucoup de pollinisateurs qui la visitaient. Fait que là, je me suis dit, comment est-ce que je ferais pour que le monde veuille partager des plantes indigènes ou des graines de plantes indigènes? Fait que là, j'ai trouvé qu'il y avait comme deux principales barrières. Il y avait l'éducation, comme le monde ne savait pas c'est quoi des plantes indigènes puis pourquoi les planter. Puis la deuxième, c'était il n'y avait pas accès à des graines locales pour que les gens puissent semer. Fait que c'est comme ça que j'ai parti l'idée de la grainothèque, donner des graines gratuites, puis j'ai parti aussi le site web puis le groupe Facebook pour discuter des plans. Je voulais aussi dire que quand j'ai commencé la grainothèque pour débuter, j'ai beaucoup utilisé mon ami Matthew Oliver, qui est en réalité mon enseignant, qui m'a aidé beaucoup à implémenter des principes autochtones dans le fondement de la grainothèque. Puis des fois, quand j'ai des questions, je peux en parler avec lui. Il me transmet des renseignements qu'il y a eu dans ses enseignements qu'il y a eu. Puis c'est intégré aussi à tout ce qu'on fait avec la grainothèque. Puis c'est ça, Matthew, il reste en Alberta, mais c'est un métier de la Rivière-Rouge. Fait que ces enseignements teintent ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Finalement, si je voulais vous parler un peu de mon engagement face à la réconciliation autochtone, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept des 7 générations, mais c'est que on est le résultat des générations qui sont venues avant nous. On va influencer les générations qui viennent après nous. Puis l'idée, c'est de prendre des décisions qui laissent un meilleur monde que qu'est-ce qu'on a reçu.
Fait que moi, pour moi, c'est vraiment un principe que je prends à cœur parce que je reconnais que, en tant que femme blanche, j'ai beaucoup bénéficié de que mes ancêtres utilisent la terre, la nature, puis souvent, c'était pas nécessairement de façon responsable. Puis j'essaie de par les actions dont je vais vous parler aujourd'hui, de laisser un monde meilleur pour ceux qui vont venir après moi. La pelouse aussi, c'est un symbole colonialiste, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que on a pris l'idée de la aristocratie française puis anglaise que c'était important d'avoir des beaux gazons. Puis l'idée d'avoir des gazons, c'était pour démontrer un symbole de richesse, parce que c'était des terres que tu avais qui sont infertiles, qui ne sont pas utilisées pour manger. Fait que les riches ont mis beaucoup de gazons partout. Puis c'est un concept qu'on a importé d'Europe. Puis c'est aussi pour démontrer que on a un certain ordre dans nos communautés parce que le gazon, c'est quelque chose qui est universel puis qu'il est court puis il est très, ce qu'on détermine comme propre. Fait que l'idée, c'est de réintroduire les plantes qui sont de notre territoire pour essayer de décoloniser notre espace puis aussi d'avoir une meilleure empreinte écologique. Fait qu'on va commencer un peu à parler de pourquoi c'est important de jardiner avec des plantes indigènes. Fait que qu'est-ce qu'une plante indigène? La plupart d'entre vous, je suis certaine que vous savez, c'est des plantes qui poussaient dans la région avant l'arrivée des Européens. Fait que tout ce qu'on appelle ça des mauvaises herbes, en réalité, la plupart du temps, c'est des plantes indigènes, puis c'est des plantes qui sont en relation avec les pollinisateurs, les insectes, etc., qu'on a dans notre entourage. Pourquoi qu'on devrait cultiver des plantes indigènes? Je vais vous donner deux bonnes raisons. La première, c'est plus une approche humaine. La deuxième, ça va être une approche plus écologique. Fait que, traditionnellement, quand on veut jardiner avec des plantes plus exotiques qu'on appelle, comme qui viennent d'Europe ou d'Asie, on va aller au magasin ou à une pépinière, puis là, on va voir des plantes qu'on trouve belles, puis on va dire, Oh my God, elle est tellement belle cette plante-là, je vais l'amener chez nous puis la mettre dans mon jardin. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que vu qu'ils viennent d'ailleurs, souvent, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les arroser, il faut utiliser des engrais, il faut changer le sol, des fois, il faut utiliser des pesticides. Fait avec le jardinage de plantes indigènes, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au lieu de commencer par Ah, j'aime la plante, je vais la mettre là-dedans, on commence en se posant la question, quelle sorte d'écosystème que j'ai dans ma propriété? Quelle sorte de conditions que j'ai? Est-ce que c'est ensoleillé? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est ombrageux? Quelles sont les hauteurs que j'ai? Fait que là, en se posant la question, quelle sorte d'écosystème que j'ai? Là, on choisit les plantes qui ont les bonnes conditions. Fait qu'en choisissant les bonnes plantes pour les bonnes conditions, t'as pas besoin d'arroser, t'as pas besoin d'utiliser d'engrais, puis une fois qu'ils sont établis, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'enlever les mauvaises herbes une fois de temps en temps, puis c'est tout. Fait que c'est vraiment des plantes qui demandent pas beaucoup d'entretien. Maintenant, la raison écologique pourquoi on devrait planter des plantes indigènes, c'est parce que les plantes et les animaux sauvages ils ont évolué ensemble depuis des milliers d'années. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, les abeilles indigènes vont sortir au même moment que nos arbres indigènes sont en fleurs au printemps. Fait que l'arbre se fait polliniser, les abeilles mangent en même temps, puis là, ça fonctionne. Qu'est-ce qui arrive? C'est des fois, on introduit des arbres qui viennent d'ailleurs, qui fleurissent, mettons, plus à l'été. Bon, ben là, on vient de perdre la relation que les deux avaient, puis les abeilles n'ont pas nécessairement maximisé toute la nourriture qu'ils auraient pu avoir si on aurait planté indigène. On a aussi, on connaît ça, les oiseaux-mouches qui viennent, les colibris qui viennent d'ailleurs, puis ils migrent du sud de l'Ontario à ici. Mais la plante Lancolie du Canada, c'est une plante rouge qui est la même profondeur que le bec d'un colibri. Puis elle commence à fleurir en même temps que le colibri arrive dans nos régions. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que son bec du colibri fonctionne parfaitement à l'intérieur de cette plante-là. Puis la plante se fait polliniser, puis le colibri a de la bouffe. Fait que c'est un autre exemple de symbiose qu'on a dans la nature. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a importé des plantes d'ailleurs, surtout d'Asie puis d'Europe, qui ont été introduites plus rapidement que l'écosystème peut s'adapter. Puis on a aussi introduit des plantes qui ont des caractéristiques différentes de ce qu'on trouverait dans la nature. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de publicité sur les pollinisateurs, puis comment il faut les soutenir, etc. Mais si on prend l'exemple d'un papillon monarque, par exemple, quand on parle à la forme pollinisatrice, c'est quand il est adulte. Puis à sa forme adulte, le monarque est généraliste. Ça veut dire qu'il va manger pas mal de toutes sortes de plantes. Mais qu'est-ce qui arrive pour plus que 9 papillons sur 10, incluant le monarque, c'est qu'ils dépendent d'une certaine sorte de plante qui a les caractéristiques chimiques appropriées
pour nourrir leurs chenilles. Fait que dans le cas du monarque, on a besoin d'asclépiades. L'asclépiade, c'est ça que les chenilles ont besoin pour se nourrir. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que si on fait pas pousser d'asclépiade, on soutient pas l'entièreté du cycle de vie du papillon monarque parce que si on reste dans le domaine de non indigène puis de pas planter de l'asclépiade, on se rendra pas à l'étape adulte où ce qui devient plus généraliste. Fait que si on veut maximiser notre impact écologique, c'est important de planter des plantes indigènes parce que ça soutient l'entièreté du cycle de vie de nos pollinisateurs. Comment on fait pour savoir si c'est une plante indigène? Si vous êtes au Canada, vous avez l'opportunité d'utiliser la base de données qu'on appelle VASCAN, qui est la base de données des plantes vasculaires du Canada. Puis, ça va vous déterminer si une plante est indigène ou non en Ontario. Fait que ce que vous faites, vous allez sur le moteur de recherche, vous allez dans la recherche de noms, vous écrivez, moi j'aime mieux commencer avec le nom latin parce que les noms communs changent beaucoup, là. Fait que je vais aller sur Google, je vais mettre le nom commun, ça va me donner le nom latin. Je viens mettre le nom latin ici. Là, après ça, vous cliquez recherche. Puis là, ça va vous donner cette carte-ci. Fait que quand c'est vert, ça veut dire que c'est indigène dans votre région. Ça, c'est pour l'entièreté du Canada. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est introduit. Fait que ça veut dire que c'est une espèce qui vient pas de la région, qui n'est pas indigène de la région. Puis EXT, ça veut dire disparu. En anglais, c'est extirpated. Puis ça veut dire que ça a déjà été indigène à la place, mais on peut plus en trouver parce qu'il y a eu une destruction d'habitat habituellement. Fait que ça, c'est une base de données qui est sanctionnée par des scientifiques, qui fait partie de nombreuses institutions. Donc, nous, c'est la base de données qu'on utilise pour déterminer qu'est-ce qui est indigène ou pas. Une chose aussi que on fait dans la Grénothèque, c'est qu'on s'assure de la diversité génétique de nos plantes. Parce que là, il y a beaucoup de publicité autour des plantes indigènes. Les compagnies font de plus en plus qu'est-ce qu'on appelle des cultivars, ou en anglais des cultivated varieties. Fait que ça veut dire que c'est des plantes qui ont été altérées pour présenter différentes caractéristiques que tu trouverais dans la nature. Fait que ça peut être nos couleurs, ça peut être, il va y avoir une floraison plus longue, il va y avoir moins de feuillage, etc. Fait que nous, on accepte que des races pures, on n'accepte pas des cultivars. Je vais vous donner un exemple ici. Ici, on a la race pure Phlox subulata en Ontario. Fait qu'on peut voir que c'est un beau violet avec un petit cœur rose. C'est une belle plante au bois, puis ça fleurit souvent au printemps. Mais là, il y a une compagnie qui a décidé de la modifier, cette plante-là. Puis la façon qu'on peut savoir qu'elle a été modifiée, c'est parce qu'après le nom latin, vous pouvez voir, pas en parenthèse, avec des guillemets, c'est marqué Scarlet Flame. Fait que Scarlet Flame, ça, c'est le nom créé par la compagnie de cette plante-là. C'est son trademark. Fait que ça vous dit que cette fleur-là, elle appartient à la compagnie. Puis comme vous pouvez voir dans ce cas-ci, la couleur finale qu'ils ont donnée, c'est un rose vraiment brillant qui n'a rien à voir avec le mauve qu'on a ici. Fait que ça, c'est son nom commercial. Fait que ça veut dire aussi que vous n'avez pas le droit de partager cette plante parce qu'elle appartient aux compagnies. Fait que non seulement on fait certain de respecter la loi quand on n'a pas des cultivars, mais aussi on s'assure de préserver euh, la variété génétique qu'on trouverait nécessairement dans la nature. Comment on fait pour savoir avec la grainothèque si les gens nous donnent des graines de race pure ou non? On a un formulaire que j'ai ici, qu'on peut vous donner en français ici, qui demande aux gens de remplir c'est quoi le nom commun, c'est quoi le nom latin, puis c'est où qu'ils ont pris la graine. Fait que souvent, en demandant le nom latin, ça va vraiment comme faire un processus d'évaluation que les gens vont commencer à se poser plus de questions. Fait que si on n'a jamais donné de graines, demander le nom latin, ça va leur demander de penser un peu où ils ont pris la plante. C'était-tu vraiment indigène? C'était-tu une race pure? Fait que ce formulaire-là aussi, ça sert beaucoup à éduquer les gens sur c'est quoi la mission de la grainothèque puis pourquoi qu'on a besoin de la collaboration pour préserver la diversité génétique de nos plantes. Puis c'est ça, après ça, on détruit l'information. Fait que ça, c'est comme ça ça, on fait certain qu'on a des races pures, puis vous pouvez utiliser euh, ce formulaire-là à votre aise. Fait que la naissance de la Grénothèque, on a commencé en octobre 2020. Puis la vision de notre organisation, c'est d'inspirer les communautés à construire des habitats de plantes indigènes, interconnectés et écologiquement robustes, une plante, une personne à la fois.
Puis aujourd'hui, ça fait partie de pourquoi que je fais cette présentation-là, parce que j'espère vous inspirer à construire des habitats, puis éventuellement, plus qu'on va convaincre de gens, plus qu'ils vont être interconnectés, plus qu'ils vont être écologiquement robustes, puis plus qu'ils vont être gros, plus que ça va être un impact écologique important. Nos trois principales valeurs sont l'éthique, la réciprocité, puis l'empouvoirment. En anglais, c'est empowerment, là. Fait que c'est un peu bizarre comment est-ce qu'il met le traduit en français, là. En tout cas. Fait que, éthique, on a un guide sur comment collecter des graines de façon éthique. Puis, on a aussi une liste de pépinières qu'on juge qui sont, qu'on peut leur faire confiance. Puis ces pépinières-là, pour qu'on leur fasse confiance, il faut qu'ils nous dictent aussi où ils ont pris leurs graines, puis qu'ils nous assurent que c'est de leur propre stock, qu'ils n'ont pas été dans la nature, puis ils ont volé des plantes, etc. Parce que ça, c'est pas éthique. Fait qu'on a une grosse composante éthique. Réciprocité, ça, être réciproque. Euh, Parce qu'on aurait pu choisir quand on a commencé l'organisation de juste dire on va donner des graines. Mais qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est la responsabilisation des gens envers leur communauté aussi, puis d'utiliser justement ce principe autochtone-là. Fait que l'idée, c'est que ta communauté investit dans toi, elle te donne des plantes puis des graines indigènes gratuites. Puis en échange, on te demande d'être réciproque, de remplir tes responsabilités puis de redonner à ta communauté. Fait que c'est ça, c'est pour ça aussi que c'est un principe de grainothèque. Puis c'est pas nécessairement juste une organisation qui donne des plantes ou des graines. Puis ça nous assure une continuité dans notre surplus de graines. Puis ça s'assure que le mouvement continue de grossir. Finalement, empouvoirment ou empowerment en anglais, c'est vraiment pour donner des connaissances scientifiques aux gens, parce qu'on pense vraiment que plus on donne de connaissances aux gens, plus ils font des meilleures décisions de jardinage. Fait que l'idée, c'est d'utiliser la science, de vulgariser la science pour dire aux gens comment vraiment être des meilleurs surintendants de la terre qu'ils occupent. Fait que ça, c'est l'impact qu'on a eu cette année. Fait qu'on a donné des graines localement à 1000 personnes, des projets communautaires et des écoles. On a posté 8400 commandes. Encore à des individus, des projets communautaires puis des écoles. Puis on a fait aussi 365 espèces différentes qui ont été distribuées. Fait que on a aussi on a un grand volume de graines qu'on a données, mais aussi on a un grand volume d'espèces différentes. Fait que c'est un impact écologique important. Fait que la prochaine section de ma présentation, c'est vraiment de vous inspirer à créer votre propre grainothèque puis de vous donner des outils pour le faire. Fait que je vais vous parler un peu de comment notre initiative fait ça, puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça de votre côté. Fait que quand vous commencez une initiative, euh, je pense que c'est important de pas besoin de s'attarder à que ça soit parfait. Parce que si on s'attend que ça soit parfait, ça devient paralysant et on fait pas rien. Puis je pense que la pire affaire qu'il y a pour les changements climatiques, c'est que les gens qui croient que les changements climatiques existent puis qu'il faut faire quelque chose avec ça, deviennent paralysés par la peur, puis paralysés par la tâche en avant d'eux. Puis on a besoin de chaque personne pour faire tout ce qu'ils peuvent pour être capable de contrer les changements climatiques. Fait que mon message aujourd'hui, c'est que l'idée, c'est de commencer à des petits pas, mais de commencer en quelque part. Fait que pas besoin de créer des comités, pas besoin de créer une organisation. Commencez juste à faire quelque chose par vous-même avec quelques gens que vous connaissez, puis vous allez voir, ça va tout s'enchaîner. Nous, on vit à Ottawa. Fait qu'à Ottawa, il y a beaucoup de comités. Fait que nous, on voulait pas passer notre temps en comité quand on donne du bénévolat. On fait donne du temps au bénévolat. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de pas créer des comités, des comités, des comités, des comités. Juste dire, voici ce qui a besoin d'être fait, puis le donner à un bénévole. Fait que toi, tu es en charge de telle tâche. Toi, tu es en charge de telle tâche. Toi, tu es en charge de telle tâche. Fait que de pas s'attarder à, ça prend des structures, des structures, des structures. Juste commence en quelque part. Nous, qu'est-ce qu'on a ici, vous allez voir, c'est juste un petit fichier bien simple là, qu'on met toutes les actions de tout le monde, là, comme c'est quoi qu'on a à faire, qui fait quoi, à quelle date qu'on l'a mis, c'est quoi les deadlines, puis quand est-ce que ça va être fait ou s'il y a des notes à mettre. Fait que ça nous garde au courant de qu'est-ce que les autres font, puis ça nous garde, euh, ça fait certain qu'on donne, on fait nos tâches à temps. On a aussi créé des politiques,
puis un modèle logique. Fait que si ça vous intéresse, vous êtes le bienvenu de copier-coller qu'est-ce qu'on a fait aussi des politiques. Puis nous, qu'est-ce qu'on a trouvé qui fonctionne bien, c'est d'utiliser Google Docs. Au lieu de PDF et des affaires, puis de mettre ça sur Internet, etc. Des PDF, ça marche pas vraiment. Google Docs, ça marche bien, vous collaborez ensemble, on peut travailler ensemble sur des choses, c'est facile à partager de l'information. Fait que si vous avez la chance, c'est ce qu'on recommande. La façon que ça fonctionne, la grainothèque, c'est qu'on suit la nature. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on a des semences de fleurs sauvages? Fait que, habituellement, si vous sauvegardez des graines, vous commencez par nettoyer vos graines de tomates, puis de concombres, puis tout ça, comme plus à l'automne. Puis après ça, vous allez commencer à les donner de janvier à mai à peu près. La grainothèque de fleurs sauvages, elle fonctionne un petit peu différemment parce que les plantes sauvages sont différentes. Fait que les graines de plantes indigènes, ils ont évolué pour passer à travers de nos hivers canadiens. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une couche protectrice autour d'eux qu'il faut qu'ils passent par le dégel du printemps pour se briser puis jamais. Fait que si ça passe pas à travers du gel du dégel, pour la plupart d'entre eux, ça gemmera pas. Ou ça va germer l'année suivante. Ça gemmera pas l'année que vous l'avez planté. Fait que nous, pour ça, pour faire partie de ce cycle-là, ça veut dire que il faut semer en hiver. Ça veut dire qu'on met dans des pots qu'on laisse dehors. Puis ça se fait entre janvier puis mars. Fait que nous, c'est là qu'on va semer en général. Fait que c'est un peu différent de qu'est-ce que les autres font. Fait que ça veut dire que si on sème en hiver, ça veut dire qu'il faut envoyer nos semences puis distribuer nos graines à l'automne. Fait que nous, c'est ça, à l'automne, on distribue nos graines. On a plusieurs points de distribution à travers la ville. Puis on encourage aussi les gens à nous contacter puis faire des commandes en ligne. Fait que ça veut dire que si on distribue nos graines à l'automne, ça veut dire qu'il faut les ramasser à l'automne et à l'été. Fait que je vous dirais qu'on a déjà commencé à récolter des graines, surtout des graines printanières qui vont dans le frigo. Fait que ça, c'est déjà enclenché. Puis, comme vous savez, quand on sème en hiver, ça veut dire qu'on va avoir des petits bébés au mois de mai. Fait que nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des événements de distribution de plantes à l'été. Fait qu'une fois par mois, on va aller dans un parc, on va tout amener nos plantes, puis on va dire aux gens qui se présentent, prenez n'importe quoi que vous voulez, c'est tout gratuit. Fait que le monde vienne, prenne des plantes, puis s'en aille chez eux, planter ça. Puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. Fait que ça, c'est notre cycle saisonnier qu'on suit à chaque année. Oh, j'ai oublié de parler aussi que au printemps, c'est là qu'on va fabriquer des enveloppes pour les graines. Fait que, vu qu'à l'automne, pour impacter, c'est déjà beaucoup de travail, on sauve du temps un peu, puis vu qu'il se passe pas grand-chose au printemps, ben, c'est là qu'on va faire nos enveloppes en papier recyclé pour être capable d'avancer plus vite quand l'automne va arriver. Fait que là, je vais vous commencer au début du cycle, quand on récolte puis on emballe les graines. Au début, qu'est-ce qu'on disait aux gens, c'est que les gens, il fallait qu'ils donnent leur propre, tu sais, il fallait qu'ils apportent leur propre scotch tape, leur propre tu sais, contenant, etc., leurs propres enveloppes à nos événements. Là, maintenant, on est capable d'aller un petit peu plus fancy, là. Ouais, on est capable de donner un peu plus de, parce qu'on a plus de moyens qu'avant. On peut donner un kit aux gens qui empaquent pour nous, puis c'est ça notre kit qu'on a. Fait que ça, c'est des enveloppes déjà préfabriquées. Ça ici, c'est bien important, un distributeur de papier gommant, des élastiques pour mettre les graines ensemble, puis on a un système de cuillères aussi. Dépendamment de la grosseur de graines, tu prends différentes sortes de cuillères. Puis le verre de shooter, ça, on met les graines là-dedans, puis on les ramasse avec les petites cuillères. Fait que ça, c'est un kit normal qu'on va donner à ceux-là qui nous empaquent nos graines. Si vous voulez avoir de l'information sur comment récolter les graines, vous pouvez aller dans notre catalogue qui est sur notre site web. Vous cherchez par plante. Fait que dans ce cas-ci, moi, j'ai mis Rudbeckia hérissée. Vous allez voir le profil de la plante, puis vous allez voir ici qu'il y a, on travaille à le mettre en français, là, on est dans le processus de traduction, mais vous allez voir l'information euh, pour les planter. Ici, vous allez avoir ce qu'on appelle les labels ou bien les étiquettes qu'on met dessus. Vous pouvez juste les imprimer puis les coller dessus. Puis ici, ça vous dit comment les ramasser. Puis il y a une petite vidéo ici que j'ai faite pour vous expliquer comment ça fonctionne. Fait que si vous avez vous voulez savoir comment ça fonctionne, s'il y a des choses qui sont pas claires, vous pouvez me contacter puis ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations.
Fait que ça fait une photo que ça fait un peu plus longtemps, là. Maintenant, ça prend toute l'entièreté de ma cave, là. Mais ça vous dit un peu comment on s'organise avec nos graines. Fait que chaque espèce est dans une petite boîte verte, puis ils sont organisés par conditions. Fait qu'ici, vous avez, je sais pas si vous voyez, sun, part, shade, puis ça, c'est dry, ça, c'est sec. Medium ici, ça, c'est mouillé. Après ça, c'est ombrageux. Puis après ça, c'est les vignes, les arbustes, puis les arbres. Fait que nous, on est organisé par condition. Fait que là, quand les gens arrivent à nos événements, on leur demande, OK, comment ensoleillé qui est ton balcon ou comment ensoleiller ta propriété, comment sec que c'est. OK, va à telle table, puis à chaque table, les plantes qu'il y a là fonctionnent dans ton environnement. Fait que c'est comme ça qu'on a organisé la collection. Vous devez garder les graines dans des enveloppes en papier, sauf si c'est des graines printanières, parce que les graines printanières, en général, il faut que c'est gardé moite dans des sacs Ziploc. Faut aussi que ça soit sec pour éviter les moisissures. Puis, si jamais vous voulez garder vos graines pour plus longtemps qu'une saison, vous devez vous assurer qu'ils sont secs, puis les mettre dans un contenant hermétique comme un mason jar, par exemple, puis les mettre au congélateur, pas que l'humidité pénètre. Fait que je vous ai mentionné un petit peu quand on donnait des graines, comment on était organisé, mais tu vois, ça ici, ça c'est toute une table, c'est une condition. Fait que ça, c'est probablement ensoleillé puis sec. Fait que tu vois, quand tu arrives à nos événements, puis tu dis, moi j'ai un soleil sec, tu viens à la table, puis tout ça fonctionne dedans. Fait que vous pouvez voir un peu la salle, comment est-ce qu'elle est organisée. Fait qu'ici, on a chacun les tables, c'est chacune des conditions qu'on a mentionnées. Ici, j'ai la liste des conditions qu'on a, que je vous ai mentionnées. Puis ça, c'est la boîte un petit peu plus proche là, qu'on utilise pour mettre nos graines dedans. Les bacs, c'est des bacs empilables, puis vous pouvez acheter ça comme au Canadian Tire, c'est pour mettre des vis là-dedans ou des choses comme ça, là. Ça fonctionne bien, surtout si vous êtes dehors aussi, parce que ça les garde à l'intérieur pour contre le vent, puis si mouille, ça mouille pour vos graines. Fait que c'est comme ça on s'est ramassé avec ce genre de setup-là. À l'automne aussi, c'est là qu'on emballe des graines collectivement. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir des événements où les gens empaquent des graines parce que ça vous permet de former les gens pour comment les impacter. Puis ça permet aussi de développer des liens entre la communauté. Si vous n'avez pas de budget, vous demandez aux participants d'apporter des graines, du ruban adhésif, des étiquettes qui auraient fait imprimer d'avance. Puis aussi d'apporter leur propre contenant là, pour mettre les graines dedans. Fait que si vous voulez faire ça, c'est vraiment pas compliqué. Puis ça, c'est un exemple ici qui vous montre ça ressemble à quoi après qu'on a terminé, tu sais. Fait que dans le temps du COVID, il fallait absolument être dehors. Fait qu'on a fait ça, par exemple, dans une serre. Il y a une organisation communautaire qui ont une serre qui n'utilisait pas. Fait que, on était au mois d'octobre, novembre, dehors, puis on impactait des graines toute la gang. Maintenant, on fait ça surtout dans des bibliothèques puis des centres communautaires. Fait que comment distribuer des graines? Je vous incite à trouver des espaces plus coûteux. Comme nous, on est rendu une certaine grosseur, fait qu'on fait ça dans des espaces publics, des graines. Mais quand j'ai commencé, mon premier hiver, c'était dans le temps de COVID, il fallait être absolument dehors. Puis ce que j'ai fait, puis je voulais avoir des événements un peu partout dans la ville d'Ottawa. Fait que ce que j'ai dit, c'est j'ai dit je suis à la recherche de personnes qui me laisseraient aller dans leur montée pour donner des graines. Fait que ça, c'est un setup. Ça, c'était chez nous le premier événement qu'on n'a jamais eu. C'était juste des tables avec les bacs de graines. Chaque bac est une espèce. Les gens se promenaient à l'entour de la table, puis c'est comme ça que ça a commencé la grainothèque. Fait que j'ai été dans les montées des gens, puis les gens m'ont accueilli chez eux, puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que j'ai été aussi la première année dans un stationnement d'une organisation communautaire. Fait qu'ils nous ont laissé aller dehors dans un stationnement. Fait qu'il y avait du stationnement, ça marchait super bien. Il y avait beaucoup de gens qui savaient c'était où. Fait que ça aussi, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Puis quand vous avez des événements, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que les catalogues de graines traditionnelles sortent comme de temps de Noël. Fait que c'est mieux si vous êtes capable de les battre un peu puis d'être capable d'avoir vos événements avant. Fait que comme ça, les gens vont se stocker de plantes indigènes, de graines indigènes avant de commander des plantes exotiques. Fait que moi, je vous encourage vraiment à penser, si vous faites des événements, de donner des graines, de le faire à l'automne, comme nous on fait. Puis quand vous organisez des événements, une chose qu'on a trouvé qui fonctionnait bien, c'est une station comment semer en hiver. Fait que je vais expliquer un petit peu le processus de comment semer en hiver, mais on a une personne qui connaît ça beaucoup puis qui répond à toutes les questions des gens. Fait que ça aide beaucoup aux gens d'avoir du succès quand ils sèment en hiver.
Fait que semaine hiver, ça ressemble à ça un peu. Vous le savez déjà, je suis certaine. Beaucoup de façons de faire qui varient selon la personne. Ce que j'ai appris au fil des années, euh, 95% des gens qui n'avaient pas réussi d'avoir semaine hiver, c'est parce qu'ils avaient mis leurs graines côté sud de la maison. Fait que si jamais les gens viennent vous voir et disent, j'ai pas eu de succès, j'ai pas eu de succès, j'ai pas eu de succès, dites-leur de les mettre nord ou est pour avoir le soleil du matin. Parce que s'ils ont trop de soleil, ils vont cuire dans les pots qui sont souvent comme foncés en plus, fait que ça vient super chaud, puis ça tue les graines. Fait que pas d'exposition sud, faut le garder mouillé, puis si jamais quelqu'un vient vous voir puis dit, OK, moi j'ai soit trop de soleil ou trop d'ombre, c'est mieux de choisir trop d'ombre, parce que trop de soleil, c'est vraiment pas bon, ça va les cuire. Puis souvent les gens pensent pas à ça parce que, tu sais, les tomates, les piments, etc., ça a besoin de beaucoup, beaucoup de chaleur puis beaucoup, beaucoup de soleil. Fait qu'ils vont penser que c'est la même chose. Fait que c'est important de réitérer ça pour que les gens aient du succès. Parce que sinon, les gens vont penser que c'est eux le problème, tu sais. Mais c'est juste parce qu'ils l'ont pas mis à bonne place. Fait que comme j'ai mentionné, l'hiver ou au printemps, on fabrique des enveloppes en papier. Ça, c'est vraiment une bonne activité pour ceux-là qui ont... en Ontario, il y a les étudiants au secondaire doivent donner des heures de bénévolat. Fait qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous aider pour faire ça. On fait ça comme 2 heures de temps, fait que c'est pas si long que ça, puis le monde aime bien ça. Fait que là, à l'été, là, on partage des plantes individuellement et en groupe. Fait que je vais commencer par partager les plantes individuellement. Fait que nous, ce qu'on a fait, je vous ai dit Google Doc, c'est votre ami, là. On a créé un document Google Doc où que les gens vont dire, OK, voici les plantes que moi j'ai à offrir, voici les plantes que moi je recherche. Fait que là, les gens vont juste sur ce document-là pour dire, OK, moi je recherche telle plante ou j'aimerais mieux avoir telle chose. Ou moi, je donne telle chose à Orléans, par exemple. Fait que ça, si vous voulez copier ça, ce beau gabarit-là, allez-y, gâtez-vous. Ah, je peux vous le donner en français aussi si vous voulez. Fait que ça fonctionne vraiment bien pour nous. Puis c'est vraiment une bonne façon de commencer si vous commencez juste avec les plantes indigènes. Oh. Oui, c'est ça. Fait que là, maintenant, vous parlez un peu de nos événements de groupe où on donne des plantes. Ce qu'on fait, c'est qu'on met les plantes en ligne comme ça, puis on les organise par condition, comme je vous ai mentionné avant. Puis les gens se promènent entre les rangées puis ils vont prendre des plantes. Fait que là, ça, c'est au début, quand on a commencé, parce que là, le dernier événement qu'on a eu 175 personnes, puis avant ça, en juin, on a eu 250 personnes. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup de monde. Fait que là, ce qu'on partage les plantes, ce qu'on fait, c'est qu'on accepte les petits bébés qui sont à peu près à un pouce de haut, là. Fait que les gens peuvent venir donner ça. Puis si vous avez des plantes matures, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans l'eau. Puis on les empote pas, on les apporte déjà dans l'eau. Fait que ce que ça fait, c'est que ça prévient la transmission de vers de terre, par exemple, ou de maladies. Puis ça fait en sorte que ça réduit le choc de transplantation parce que les plantes ont été dans l'eau longtemps. Puis quand les nouvelles personnes qui commencent du jardinage vont les mettre en terre, ben ils vont avoir plus de chances de succès parce qu'ils sauront pas qu'il faut qu'ils arrosent, etc. Fait que, on a trouvé que ça, cette méthode-là, ça fonctionne vraiment bien pour nous. Puis, comme vous pouvez voir, on met ça dans des chaudières comme ça, puis on se promène, puis chaque plante est évaluée par des bénévoles. Fait que là, c'est ça que vous voyez ici, là, les bénévoles qui évaluent les plantes selon euh, des critères qu'on a, ça me ferait plaisir de vous partager. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on sensibilise le public. On va aller à, mettons, des écoles, on va aller à des marchés, on va donner des graines gratuites. On essaye d'avoir l'air professionnel. On participe aussi à beaucoup d'événements. Une façon qu'on a trouvée qui fonctionne vraiment bien pour partager le mot que la Grainothèque a des événements, par exemple, ou qu'on donne des graines gratuites, c'est utiliser les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux ont souvent euh, ils vont envoyer comme des genres de messages par courriel, des infolettres par courriel à les personnes dans leur comté. Fait que c'est une bonne façon de rejoindre les gens dans leur quartier. Fait qu'on a trouvé que ça fonctionnait bien, en plus, comme des médias traditionnels aussi, là, puis des médias sociaux. Fait que comment utiliser les médias sociaux? Parce qu'on veut sensibiliser les gens, mais on veut pas. C'est difficile un peu, dans le contexte actuel, de s'assurer que les médias sociaux fonctionnent, que ça ne devienne pas une guerre ou des choses comme ça. Fait que nous, voici quelque chose qu'on a fait, on a mis en place, puis ça
pour nous, ça fonctionne bien. On se concentre sur la science, puis on minimise les opinions. Fait qu'on demande pas aux gens comme, qu'est-ce que vous pensez de telle plante? Comme ça, on essaie de minimiser ce genre de choses-là. On essaie de dire, voici ce que la science dit, voici les faits, voici. Puis quand les gens ils vont faire des énoncés, on va les questionner sur d'où ça vient ça, cette information-là que tu nous partages. On va assumer aussi que les personnes ont des bonnes intentions puis qu'ils ont la bonne foi quand ils participent. Fait qu'on va toujours se mettre dans la position que la personne fait son possible. Tu sais, des fois, il va y avoir des personnes qui vont être plus difficiles. On essaie de garder un œil sur la dynamique de groupe pour s'assurer que ça va bien, puis de pas céder aux caprices des individus. On tolère aucun commentaire violent et dangereux. Ça, c'est vraiment important. Puis, on essaye vraiment que les gens focusent sur des solutions au lieu de juste arriver puis dire Oh my God, l'environnement, ça va pas bien, non, non, non. Ben, on sait tous que ça va pas bien, l'environnement, puis on sait que c'est pas tout le monde qui sont pro plantes indigènes, par exemple. On sait toutes des choses qu'on sait déjà, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que, tu sais, au lieu d'encourager le monde à juste se défouler, ce qu'on fait, c'est qu'on focus sur qu'est-ce, des remèdes à ça. Quelles sont les actions qu'on peut faire pour ça? Fait que, tu sais, je vais donner une analogie de plante. Fait que c'est comme un peu comme l'herbe à puce, là. Tu te brûles après ça. Fait que là, c'est comme quand tu dis, ah, le monde n'aime pas les plantes indigènes, puis c'est difficile, non, 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 non. Puis là, tu chiales, tu chiales, tu chiales. C'est comme si tu ferais après de l'herbe à puce, puis tu ferais rien avec. Mais quand t'arrives, puis tu dis, OK, ben, t'as-tu pensé mettre des dépliants dans ton voisinage pour encourager le monde à faire des plantes indigènes? T'as-tu pensé à faire ça? Quand je l'ai approché, mon voisin, c'est ça que j'ai dit. Fait que ça, c'est comme prendre un remède, qui est dans ce cas-ci l'impatient, puis d'appliquer ça. Fait que essayer d'avoir une communauté qui est vraiment orientée à l'action. En tant que leader aussi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'on a beaucoup de gens dans nos communautés qui ont beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de monde qui connaissent beaucoup de choses, qui sont capables d'être mobilisés pour arriver à quelque chose, mais sont pas nécessairement organisés puis ils ont beaucoup d'anxiété. Fait que si j'ai mis comme leur énergie comme un peu comme chaotique, tu sais. Fait que ta job de leader, dans mon cas, moi, de la façon dont je veux ça, c'est d'être comme une transformatrice de capacité, comme une génératrice ou. Fait que là, tu prends l'énergie du monde qui est comme chaotique, puis là, tu fais du sens avec, tu sais. Puis la façon que tu fais du sens avec, c'est que tu te concentres sur l'impact. Fait que tu dis aux gens, j'ai une tâche pour toi, comme j'ai dit, ça va être important pour l'organisation parce qu'on a besoin de ça, puis ça va être important pour la communauté pour ça. Fait que tu sais, tu prends l'énergie des gens, puis tu la focuses sur des choses que tu as besoin pour ton organisation. Fait que c'est vraiment ça que ça sert à un leader, puis s'assurer que tout le monde a sa propre petite place, sa propre plate-bande qui peut jouer dedans, puis que tout le monde s'entend bien. Fait que j'ai quelques trucs aussi pour gérer des bénévoles si vous avez jamais fait ça. Premier truc, excuse, c'est faire confiance au réseau de relations. Fait que ce que je veux dire par là, c'est euh, vous allez voir que quand vous allez arriver dans ce projet-là, si vous demandez quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous aider. Vous n'aurez jamais plus que qu'est-ce que vous avez besoin ou jamais moins, juste qu'est-ce que vous avez besoin. Puis ça, mon ami autochtone, il dit que c'est le principe des relations. Fait que nous, on est en relation ensemble. On est en relation avec les plantes, les animaux, etc. Puis dans un mode de relation, quand il y en a un qui a besoin d'aide, les autres relations vibrent un peu comme une toile d'araignée. Puis là, les gens vont réagir par rapport à ça puis venir t'aider. Parce que c'est ça, être en relation. Fait que le concept de Grénothèque, ça crée des relations entre les humains puis avec les insectes. Puis quand tu as besoin d'aide, c'est comme si ta petite toile vibrait, puis là, il y a du monde qui va venir t'aider. Fait que je veux juste dire que quand vous faites ça, vous allez avoir ce que vous avez besoin, pas plus, puis pas moins. Fait que ça va tout le temps juste être kiff-kiff. Tu sais, c'est comme un peu comme notre budget. Nous, c'est tout gratuit, les plantes, les graines. Puis à chaque année, on fait un petit surplus. Fait que tu sais, on n'a jamais plus que qu'est-ce qu'on a besoin, puis on n'a jamais passé, on arrive juste kiff-kiff, tu sais. Après ça, confier les bonnes tâches aux bonnes personnes. Fait que l'idée d'être un leader, c'est aussi d'apprendre à connaître les gens qui gravitent autour de vous puis qui veulent s'impliquer, puis de trouver c'est quoi leur force, puis de leur donner des choses qui correspondent à leur force. Des fois, les gens, ça va être difficile un peu plus. L'important, c'est de focuser sur c'est quoi son intention à la personne là. C'était quoi son intention quand elle a fait telle chose? C'était quoi son intention quand elle a dit telle chose? Ça va prévenir beaucoup de conflits. Ensuite, comme j'ai mentionné, dire que la tâche contribue à une vision d'ensemble. Fait que ça va aider à l'organisation, ça va aider à ta communauté. Merci beaucoup de qu'est-ce que tu vas faire.
Puis de demander aussi dans leur domaine d'expertise, c'est quoi qu'ils pensent qu'on devrait faire pour améliorer, puis co-créer ensemble. Puis nous, à chaque année, plusieurs fois par année, on a un après-midi où on fait comme un gros potluck, puis on félicite, puis on remercie les bénévoles, puis ça, ils aiment bien ça. Fait que prendre le temps aussi de remercier le monde, ça l'aide. Comment gérer en tant que leader? Faut être patient avec soi-même. Ça prend du temps pour établir des relations avec la Terre. Ça prend du temps pour établir des relations avec les gens. Moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait aussi, c'est de créer comme un genre de petit environnement dans ta maison pour faire sécher tes graines, puis les empaqueter, puis les nettoyer, puis les entreposer. On garde pas des graines qui sont à long terme. Fait qu'on a toujours juste des graines fraîches, puis on trouve des maisons pour chaque graine à la fin de chaque saison. Fait que l'idée, c'est de pas garder tout le temps des graines comme ça, vira pas fou, là. Ça dure 6 mois, puis après ça, c'est bon. Ensuite, pas reporter le travail d'une saison à l'autre, ça c'est simple parce que c'est important de garder certaines flexibilités dans comment est-ce que les saisons vont se passer, parce que des fois, il va arriver des changements, puis on fait des changements du plan de travail, mais en même temps, c'est important de se donner le temps de relaxer, puis d'être capable d'être plus en forme à la fin de la saison. Tu sais, faut avoir de la compassion pour les autres, mais il faut avoir de la compassion pour soi-même aussi. Puis c'est un marathon, c'est pas un sprint. Fait que les changements climatiques sont là pour rester. La biodiversité qui diminue est là pour rester. On fait tout notre possible là-dedans. Ça donne rien de courir parce que c'est un travail de longue haleine. Fait que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Puis rappelez-vous qu'à la fin, c'est le lièvre et la tortue, là, la petite tortue, elle a gagné. Fait que l'important, c'est de faire des choses. C'est pas obligé d'être gros, mais l'important, c'est de faire des choses. Puis finalement, faites ce que vous voulez avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître. L'important, c'est de faire quelque chose. De ne pas se décourager puis de faire quelque chose. Vous pouvez commencer par récolter des graines locales. Puis sinon, on peut vous envoyer des graines par la poste à compter du 26 décembre. Fait que si vous voulez commencer une initiative locale, puis vous êtes au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, pour Nouveau-Brunswick, on peut vous poster des graines pour que vous puissiez donner localement aussi. Puis je peux vous donner aussi toute l'information. Vous pouvez me contacter aussi après le webinaire si vous avez des questions. Fait que je vous invite à nous rejoindre sur les médias sociaux, puis d'aller explorer un peu notre site web. On a beaucoup de ressources pour comment commencer une initiative locale. Puis si vous vous intéressez aux plantes indigènes, on vous invite aussi à rejoindre notre site Facebook. Fait que c'est tout pour ça. Merci beaucoup de votre attention. Oh, on t'entend pas, Jasmine. T'es sur mute. Ah, désolée. Je dirais merci Mélanie pour cette présentation très inspirante. C'est incroyable d'entendre comment la canothèque de fleurs indigènes d'Ottawa s'est développée et quel impact elle a eu en assurant que les graines de plantes indigènes sont accessibles pour des milliers de personnes et des communautés. Vos réflexions sur la création et le fonctionnement d'une bibliothèque de graines couronnée de succès, ainsi que les conseils très pratiques que vous avez partagés seront surtout utile pour n'importe qui veut lancer une initiative similaire dans leur propre communauté. Alors, il nous semble que nous avons quelques minutes qui restent. Alors, nous passons donc à la séance de questions-réponses. Si des gens ont des questions pour Mélanie. Bien, merci pour la présentation. Quels sont les risques, selon vous, de propager des espèces exotiques envahissantes? Vous voulez dire pour la grénothèque de le faire? Ou bien juste en général? Oui, Avec la avec la grenadine. Oui, c'est ça. Ben, je pense que le seul risque qu'il y a vraiment, c'est que quand on partage des plantes, il y a des plantes envahissantes qui se soient liées à ça des fois, là. Comme, tu sais, les gens apportent comme un morceau de leur jardin quasiment, là, puis là, ils veulent donner ça. Fait que, on essaie de demander aux bénévoles de s'assurer que
Il n'y a pas de plantes envahissantes qui viennent avec ces plantes-là. Fait que je pense que c'est là le risque, mais c'est quand même assez bas, je dirais. Euh, Parce que c'est vraiment comme toujours pas mal les mêmes personnes qui donnent des graines puis des plantes. Puis ces personnes-là, ça fait longtemps qu'ils évoluent dans la grainothèque. Fait que je pense que le risque est quand même minime. Puis comme j'ai dit, les plantes, on essaie vraiment de les mettre dans l'eau pour pas propager, parce qu'ici, il y a des jumping earthworms, là, fait que des vers de terre qui sautent, là. Fait qu'on essaie de pas propager ça aussi de cette façon-là. Puis quand on donne des graines, souvent, encore là, c'est des personnes qu'on connaît, puis qu'on sait que ça fait longtemps qu'ils font du jardinage indigène. Fait que c'est comme ça qu'on réduit les risques que ça arrive. Par manque de connaissances. Ben, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est quand les gens l'ont jamais fait, ils vont nous apporter la plante comme telle qu'ils veulent donner. Fait que là, ils vont dire, OK, mettons, justement, la ribéquille hérissée. Bon, ben là, ils vont couper la tête, puis ils vont m'amener ça dans un sac, puis ils vont dire, tiens, je vais donner ça. Fait que ça, c'est... Fait que c'est rare qu'ils vont comme les emballer eux autres mêmes. Fait que là, ça nous permet, les coordonnateurs locaux, d'évaluer les plantes s'ils sont prêtes ou non d'être envoyées pour être impactées, ou bien si c'est les bonnes plantes, puis si les graines sont assez mûres aussi pour être impactées. Fait que les gens qui impactent leurs propres graines, c'est quand même assez un bas taux de pourcentage, puis c'est souvent du monde qui savent de quoi qu'ils parlent, là. Les gens qui connaissent pas les choses, ils vont juste nous arriver avec n'importe quelle blague. Fait que là, ça nous permet d'évaluer comme à l'œil c'est quoi qu'ils ont fait. Et d'habitude, ils impactent pas, là. Merci. Est-ce qu'on a des autres questions? Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, OK? encore un immense merci à Mélanie Ouellette pour nous avoir fait partager l'histoire du Granothèque de fleurs indigènes d'Ottawa, aussi l'importance des espèces indigènes, de plantes et des leçons pratiques que vous avez appris dans la création et du développement de cette initiative incroyable. Merci également à tous qui se sont joints à nous aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris plus sur les bibliothèques de graines de plantes indigènes et que vous vous sentez inspiré pour mettre en œuvre des projets similaires dans vos propres communautés. Ce webinaire a été enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube de BeCity Canada d'ici à la semaine prochaine. Nous vous enverrons un courriel de suivi contenant le lien. Merci encore de votre participation et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Nous avons hâte de vous retrouver lors d'un prochain webinaire de BeCity Canada. Merci beaucoup.